Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous. Présidentielle d'avril prochain suffont manifestement de contestation et de protestation d'un certain nombre d'acteurs clés de la classe politique de l'opposition. Le débat, mesdames, messieurs, vous l'auriez constaté, s'invite désormais au-delà des frontières béninoises. Aux côtés des protestataires, des parlementaires et juristes français invitant à travers une pétition à une remise à plat du jeu, tout rebeloté avant tout vote. Pétition en vue de l'annulation de la présidentielle d'avril. Quel bien fondé. Il s'agit là, mesdames, messieurs, du thème en débat. Et le débat, nous le ferons avec deux politiques en plateau de deux bords différents, bien entendu, et deux signataires de la dite pétition. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, monsieur Edmond Haïlé. Il est le vice-président chargé des relations au niveau du parti Moël Béné, qui n'est plus à présenter. Edmond Haïlé, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. En tout cas, c'est nous qui sommes honorés par votre disponibilité. Ce plateau est le vôtre, vous qui désirez partager vos points de vue sur l'actualité sociopolitique avec le peuple béninois au-delà de nos frontières. En face de monsieur Haïlé, M. Salomon Tchabi, il n'est non plus à présenter. Un vice-président peut en cacher un autre. Lui, il est le vice-président du groupe national de contact du grand mouvement s'engager pour le Bénin. Il a accepté donc d'être des nôtres. Salomon Tchabi, bonjour à vous. Monsieur le journaliste, bonjour. Je salue mon vis-à-vis aussi, monsieur Haïlé, et je salue tous vos téléspectateurs. Qui vous répondent chaleureusement à leur façon, un clin d'œil chaleureux à eux. Alors, on a comme promis un signataire de la dite pétition qui a bien essayé d'aménager son agenda pour être à nos côtés, Sébastien Nadeau, c'est son nom, député de Haute-Garonne. Il est membre de la Commission des Affaires étrangères et membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Sébastien Nadeau, bonjour à vous. Bonjour, merci pour votre invitation et bonjour aux invités, téléspectatrices et téléspectateurs. Et vous répondre à leur façon. C'est un plaisir de vous avoir avec nous pour mieux comprendre. Alors, monsieur Sébastien Nadeau, la question que je vais vous poser et que beaucoup se posent, vous, spécifiquement, qu'est-ce qui aura motivé votre démarche? Être signataire d'une pétition comme celle-là? Écoutez, d'abord, je veux rappeler l'amitié entre le peuple de France et le peuple du Bénin. Je crois que c'est le premier élément fondateur de cette démarche. Ensuite, moi, je suis membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Et donc, je suis chargé de regarder ce que fait mon gouvernement en matière de relations internationales. Et en l'occurrence, je fais une lecture à la mesure de ce qu'il y a dans la Constitution française, laquelle, dans ses premiers mots, écrit « Le peuple de France proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme ». Donc, quand je juge et que des citoyens m'interpellent en me disant qu'une situation n'est pas satisfaisante du point de vue des principes démocratiques dans un pays, je me tourne vers mon gouvernement et je lui demande de prendre des positions. Ce qui est normal dans le jeu international, de prendre des positions sur ce qui se passe dans les autres pays. En l'occurrence, la France n'a pas pris de position claire dans ce moment important de la vie du Bénin, qu'est l'élection présidentielle. Et donc, j'ai signé cette pétition au vu d'un ensemble d'éléments relatifs à la situation, qui me font considérer que les principes élémentaires d'un processus démocratique ne sont pas réunis. Et j'ai signé cette pétition pour que la France, le gouvernement, moi, vous savez, je suis représentant des Français, mais j'attends qu'il y ait une position diplomatique de la France. Et donc, en signant cette pétition, c'est interpeller mon ministre pour qu'il dise s'il considère que tout va bien ou qu'effectivement, il y a un problème dans la manière d'aborder cette élection présidentielle au Bénin. Ok. Et justement, cette pétition était claire, la finalité,
c'est l'annulation du processus électoral actuellement en cours. On est, disons, à quelques semaines de ce processus. Pourquoi demander l'annulation d'un processus qui est pratiquement à terme? Écoutez, à partir du moment où le processus n'est pas bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. À partir du moment où vous avez un des candidats potentiels, Sébastien Ajabeau, qui se retrouve par obligation exilé, que vous avez Rekia Madougou qui se retrouve emprisonné, à partir du moment où on est dans cette situation où l'expression populaire du vote ne va pas trouver concrétisation, ça veut dire que le principe démocratique de l'élection n'est pas bon. Et donc, les conditions n'étant pas réunies, le mieux, c'est de trouver ce nécessaire dialogue, parce que le Bénin, c'est un pays de dialogue, c'est un pays vraiment peut-être le premier en matière de capacité démocratique. Depuis les années 90, il y a vraiment cette installation du pluralisme qui dit que on est dans une situation où ce qui va arriver n'est pas satisfaisant, donc il faut se donner le temps d'avoir un vrai processus démocratique. Ça n'a rien d'exceptionnel. En France, on a repoussé les élections municipales, c'était en raison du coronavirus, parce qu'on sentait bien qu'il y aurait des problèmes relatifs aux principes élémentaires démocratiques. On l'a fait, on a repoussé. Donc là, je pense que la situation n'est pas suffisamment saine pour aborder dans un bon climat, et quel que soit le résultat de l'élection, on peut imaginer que le président Talon pourrait être réélu dans un principe sain, et là, la situation fera qu'il n'aura pas la légitimité démocratique. Et donc, c'est un problème entier pour le Bénin, parce que quand on n'a pas de légitimité démocratique, on n'en a pas non plus dans les relations internationales avec les autres pays. Monsieur Nadeau, on va vous revenir. Merci pour tous ces éléments. Chers invités en plateau, vous l'avez suivi. Situation pas suffisamment saine, entre autres éléments qui auront motivé cette démarche. Oui, monsieur Edmond Haïlé. Merci, monsieur le journaliste. J'ai suivi avec grand intérêt les analyses de l'honorable Sébastien Nadeau. Sébastien Nadeau. Oui. Et quand je le suis, c'est un peu ambigu ce qu'il explique. La France n'a pas une position claire sur ce processus électoral. Et lui-même d'ailleurs, à l'entendre, il n'a pas les éléments qu'il faut pour se positionner sur sa position. Pourquoi, je le dis? Il n'est pas ici. Et les principes démocratiques qu'il tente de trouver heurtés, il faut qu'il nous énumère ça. Parce que là, nous sommes dans un pays où le processus que nous entamons est un processus qui tire vers sa fin, et que déjà, nous avons des tests, des lois qui sont votées, qui sont en pleine application par les représentants du peuple. Et les opposants, c'est parce que c'est d'eux qu'il est question, c'est eux qui vont se plaindre du fait qu'ils ne sont pas en majorité représentés. Encore que là, pour ce processus, nous avons deux forces de l'opposition. Nous avons la FCBE et un autre duo qui est présent. Ceux qui, aujourd'hui, sabotent le processus jusqu'à aller dénoncer leur pays à l'extérieur, parce qu'on comprend tout ça, ils se sont engagés pour un processus qu'ils estiment qui n'était pas un bon, que le processus n'est pas, selon eux, ce que ça doit être pour un pays. Mais ils se sont engagés, ils ont plongé des dossiers, ils ont tenu compte des tests dont nous sommes dotés dans notre pays pour proposer des duos. Ils ont envoyé des parrainages pour certains et pas pour d'autres. Ils ont accepté à une élection le 11 avril, alors que, par le passé, normalement, ce qu'ils sont en train de défendre, selon les anciennes lois que nous avons, on ne devrait pas arriver là. Parce qu'ils défendent, ils ont plein d'éléments. Ils défendent le fait que le chef de l'État doit finir son mandat le 5. Vous savez ça, vous le défendez bec et ongle, mais en même temps, vous vous positionnez, vous déposez les dossiers pour aller à une élection du 11. Bref, nous sommes dans un processus a priori normal chez nous, parce que nous avons des lois
qui ont prescrit ce qu'il faut faire pour être présent à une élection présidentielle. Si vous vous êtes arrangé pour ne pas être dans le starting block, ce n'est pas la faute au peuple. Et on ne peut pas bloquer notre pays parce que j'entends... je ne sais même pas la finalité de cette pétition. Je ne sais pas. Franchement, à l'heure où nous parlons, je ne sais pas ce à quoi ça va arriver. La seule chose qu'il y a à faire aujourd'hui dans notre pays, c'est de dire aux forces de l'opposition, puisque déjà, ils ont 2 candidats de l'opposition, de se discipliner et d'aller soutenir les candidats qu'ils ont pour battre dans les urnes le président Patrice Talon. C'est votre conseil à eux. Il y a en tout cas un représentant, pas des moindres, sur ce plateau, oui, le vice-président du JNC. Il faut le constater sur cette pétition. La présidente du JNC est bel et bien signataire. Alors, monsieur Salmon Tchabi, je reprends l'un des bouts de phrase de votre vis-à-vis. Pourquoi se lancer dans un processus de sabotage du scrutin en vue? Je vous remercie, monsieur le journaliste, et je voudrais d'abord aussi particulièrement remercier nos amis français qui, malgré les difficultés qui sont celles de leur pays, quand même, en tant que citoyens du monde, ont fait le constat, l'amer constat de la dérive politique que vit notre pays depuis quelques années. Et évidemment, lorsque vous avez de la viande pourrie chez vous, pendant un temps, c'est à l'interne que vous gérez cela. Les gens commencent à dire, mais ça sent. Et lorsque la maman ne s'en occupe pas vite, ce qui se passe, c'est que l'odeur commence à concerner tout le quartier. Et c'est d'ailleurs qu'on commence à vous en parler. Et on attire votre attention sur le fait qu'il y a une odeur qui quitte votre maison et qui est en train donc d'embaumer tout le quartier. Et la situation de notre Bénin, du fait de l'inconséquence de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, malheureusement, est en train d'aller au-delà de nos frontières et bien au-delà. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, c'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui s'est mêlée de cette élection à la requête des personnes ayant droit, et qui a déjà ordonné l'arrêt du processus et a intimé l'ordre à notre pays de n'organiser d'élections présidentielles qu'avec la Constitution de 1990. Tout bonnement, l'opposition béninoise, toute confiante qu'elle était, et de bonne foi, s'est dit que de toute façon, connaissant ceux qui dirigent notre pays, c'est imaginer que ces personnes allaient se conformer à cet arrêt de la Cour africaine, surtout qu'il n'y a pas si longtemps que ça, un des grands animateurs de cette république rupturienne nous a expliqué, a défini ce qu'on appelle un État voyou. Il a expliqué très bien et en des termes très explicites qu'un État voyou, c'est un État qui ne respecte pas les arrêts des cours, les décisions des tribunaux. Donc, l'opposition béninoise s'est dit, non, il n'y a pas de problème. Comme l'un des grands animateurs de ce système, justement, connaît très bien ce que c'est qu'un État voyou, et que jamais il ne ferait en sorte que son pays en soit un, nous nous sommes dit, bon, mais c'est clair que bientôt, il va trouver les moyens de se conformer à cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Malheureusement, nous constatons que chemin faisant, pas du tout. Et il est en train d'arborer, disons, la tunique qui pourrait faire de lui le patron d'un État voyou. Et nous, en tant que citoyens de ce pays, il est normal que nous n'apprécions pas les choses de cette façon et que, donc, nous agissions et que nous fassions en sorte que tous les Béninois constatent la dérive vers laquelle nous sommes en train de nous orienter, la Cour ayant déjà dit le droit et ayant expliqué qu'on ne devrait pas aller aux élections dans ce contexte-là. Il est incompréhensible que je vois encore des acteurs politiques qui soient en train d'agir comme si on était dans une situation normale. L'odeur, la puanteur a dépassé la maison. Maintenant, eh bien, c'est non seulement le quartier, mais c'est toute la ville qui sent l'odeur. La preuve, c'est de très loin
que les gens sont en train de constater que nous sommes en train de dériver. Monsieur Salomon, il n'y avait pas d'autres formules? Je ne sais pas s'il devrait y en avoir, mais je dois vous expliquer que dans un passé si lointain que ça, évidemment, monsieur Atanda, mon vis-à-vis, pourrait, en raison de son jeune âge, qu'il faut quand même tolérer et pardonner, il pourrait ne pas avoir toutes les informations. Il y avait un pays qu'on appelait l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Au moment où l'apartheid régnait en maître dans ce pays-là, les Blancs sud-africains pensaient que leur pays, et affirmaient partout que leur pays était un pays normal. Mais nous, Béninois ici, malgré toutes nos difficultés d'alors, nous avions même des problèmes parfois à payer les salaires, mais les Béninois ne cessaient de s'agiter, de protester, de marcher, de critiquer, de crier contre l'Afrique du Sud. Et le jour où l'Afrique du Sud, cette Afrique du Sud de l'apartheid, a envahi avec ses troupes la Namibie, mais tout le pays, tout le Bénin était en bourre, comme d'ailleurs la plupart des pays africains. De la même façon, la Palestine, les Palestiniens aujourd'hui n'ont même pas d'État, ils sont colonisés. Pourtant, lorsque une armée étrangère a envahi l'Irak, les Palestiniens ont réagi. Ils ont protesté. Donc, en tant que citoyens du monde, les protestations peuvent venir de n'importe où lorsque ce qui se passe chez vous n'est pas bien et surtout lorsque l'odeur commence vraiment à enfler et à dépasser les frontières. Et c'est le cas de notre pays aujourd'hui. Monsieur Sébastien Nadeau, on va justement vous demander, peut-être qu'il y a une odeur qui vous est parvenue, sait-on jamais, mais alors, si tant est qu'il y a une odeur de puanteur qui vous est parvenue là où vous êtes, pourquoi cette adresse à la communauté internationale, pas à l'Union africaine, vous êtes citoyen du monde, pas à la CEDEAO? D'abord, c'est pas une odeur, c'est une inquiétude. Ah bon? Véritablement. C'est une inquiétude, je vais vous dire pourquoi. Moi, je travaille depuis plusieurs années sur les processus électoraux dans le continent africain et je vois des scènes à répétition qui sont assez inquiétantes. Et quand elle gagne un pays comme le Bénin, j'avoue que mon inquiétude devient entière parce que le Bénin est pour moi certainement le modèle du pluralisme. Et d'ailleurs, ça s'incarne aujourd'hui dans la discussion qu'on peut avoir, le débat qu'on peut avoir. Moi, je trouve ça très important qu'on puisse avoir Edmond Allende et Salomon Chabi sur le même plateau. La question, elle est que cette inquiétude, elle est pour les Béninois et manifestement, de l'intérieur, il y a une difficulté et l'expérience de pays voisins dans les échéances électorales précédentes l'indique, il y a une difficulté pour que la démocratie passe, que ce soit bien le fruit de la démocratie qui se retrouve dans l'expression populaire du scrutin. Et donc, d'où la nécessité que finalement il y ait cette interpellation de la communauté internationale, cet appel à la vigilance. Alors vous me demandez pourquoi pas la CEDEAO, pourquoi pas l'Union africaine, parce que en ce moment, la situation de l'Union africaine, des chefs d'État, c'est souvent de se rendre, on va dire, le service pour le coup d'après. Et donc, il n'y a pas cette vigilance démocratique qui est inscrite comme un principe fort aujourd'hui au sein de l'Union africaine. Je le déplore. Et par ailleurs, je crois que compte tenu du passé partagé de la France et du Bénin, la France, elle a à dire avec beaucoup de modestie, parce que bien évidemment, la situation en France n'est pas extraordinaire. Mais enfin, on ne met pas en prison Marine Le Pen parce qu'on a peur que ce soit elle qui soit la prochaine présidente de la République. Donc il y a vraiment une question de nature sur le processus démocratique qui arrive. Que veut-on réellement? Et moi, là, j'interroge le président actuel. Il n'aura pas la légitimité populaire. Et la question, tout à l'heure, qui m'était demandée sur quoi je me fonde, etc., moi, je dirais plutôt demander aux Béninois ce qu'ils pensent du scrutin et de la sincérité du scrutin et de la réalité de ce qui va en sortir. En gros, on n'a pas besoin de regarder les résultats tard dans la nuit
on peut aller se coucher, éteindre son poste, on sait déjà le résultat à l'avance. Et ça veut dire qu'on n'est pas dans une situation qui est normale. Voilà le problème. Donc il y a besoin de la communauté internationale qui n'est pas en grande aisance sur ces sujets, et moi que je trouve pas assez dans l'expression de ces inquiétudes par rapport à ces temporalités électorales. Donc là, je pense qu'il faut marquer le coup et qu'il faut bien dire que si cette élection se déroule dans un contexte délétère comme c'est le cas actuellement, c'est un mauvais coup pour les Béninois et c'est un mauvais coup aussi pour toute l'Afrique parce que le Bénin est un modèle de pluralisme et d'adaptation vraiment aux principes démocratiques à son propre pays. Et je trouve que c'est une chance qui est en train de filer et vraiment je le déplore. Mais monsieur Sébastien Nadeau, lorsque vous dites on ne met pas Marine Le Pen en prison parce qu'on a peur qu'elle devienne la prochaine présidente, vous faites allusion à quoi? Écoutez, je vous le disais tout à l'heure, Sébastien Jalon est exilé en France parce qu'il a été condamné à une peine. Voilà qu'une nouvelle figure commence à s'installer dans le panorama comme une candidate sérieuse, l'ancienne ministre de la Justice, Rekia Madougou. Et voilà qu'elle est aussi emprisonnée. Pardonnez-moi, mais moi je suis historien de formation et quand je regarde sur l'histoire récente, c'est la pratique habituelle, désolé de le dire comme ça, mais d'un dictateur. On met les opposants sérieux qui pourraient entraver la reconduction, on les met loin ou on les met en prison. C'est comme ça que ça se passe. Donc moi j'avoue mon inquiétude à voir comment ça se passe. Et je prends les deux cas les plus emblématiques, mais ce ne sont malheureusement pas les seuls, il y en a bien d'autres. Et c'est pourquoi les Béninois et les Béninoises qui me semblent être avec une belle maturité politique, quand ils regardent ça, je crois que ça les envoie vers une situation assez désespérante. Merci, monsieur Nadeau. Restez avec nous. Oui, mais quand vous le suivez, qui vous a été donné, ou si on vous demandait de le rassurer, monsieur Nadeau, quand vous le suivez? Et monsieur Nadeau, on ne peut pas le rassurer. On ne peut pas le rassurer. Monsieur Nadeau, quand je le suis, oui, il a une position claire. Ça veut dire pour lui, il argumente sur le fait que le procès... Il est allé même jusqu'à parler d'élan dictatorial. En fait, c'est un État souverain, le Bénin. Et c'est nous qui vivons dans le pays et qui savons ce qui se passe. Vous l'avez relancé sur une question, comme quoi on ne met pas quelqu'un en prison parce qu'on croit qu'un candidat de taille. Quel candidat de taille? Nous sommes au pays, on connaît. Et il n'a qu'à chercher à savoir qu'est-ce qui est arrivé à notre compatriote pour qu'elle se retrouve en prison. Il n'a qu'à chercher à savoir. La justice est en train de faire son travail en toute indépendance, en toute liberté. Parce que ce pays, on va le brûler. Les mêmes types qui ont dit ici, dans un passé très récent, que voilà, nous sommes dans un cas bizarre et c'est une démocratie, une escafée chargée de désordre et d'anarchie qu'il faut changer de cap. Ces mêmes types, dès qu'on a commencé à changer le cap, parce que nous, c'est l'avenir, nous, c'est l'avenir, nous regardons devant. Et notre pays, entre parenthèses, il faut dire, notre pays se porte très bien et nous allons surprendre le monde. Donc, quand on change de cap, c'est les mêmes types qui trouvent qu'il faut brûler Kadiaoum, qu'il faut détruire Tchaourou, qu'il faut enflammer Parakou. C'est les mêmes là qui ont estimé qu'il faut changer de cap, qui estiment maintenant qu'il faut contextualiser. Je pense que le Bénin est en train de donner une belle leçon de démocratie au monde, parce que il faut rappeler la genèse de ce qui se passe. Nous sommes dans un pays où tout le monde, à tous les coins de rue, pouvait créer un parti. Et la loi sur le système partisan, c'était de réduire un tout petit peu ce phénomène qui n'était pas, à la limite, normal. Donc, il faut réduire le nombre de partis. De 200, nous sommes partis, là maintenant, à près de 15. Et pour permettre aux partis politiques de réussir à exercer le pouvoir, conquérir, exercer le pouvoir d'État, il ne faudrait pas qu'il y ait à l'avenir des candidatures à la limite farfelues. Il faut des candidatures sérieuses. C'est la loi qui le dit. La seule chose, et je comprends les amis d'en face sur cette question, c'est qu'ils se sont entêtés au détour des élections législatives passées. Parce que quand ça a commencé, et il fallait vraiment faire des dossiers corrects, et il fallait avoir un bon regroupement de partis forts, l'opposition n'a pas voulu faire du tout.
Nous avons eu la mouvance, les gens ont compris rapidement, ils n'ont pas réfléchi. Vous avez vu le Bloc républicain, moi je parle de ce parti qui a près de 75 partis traditionnels. L'Union progressiste, idem. Et ils sont mis ensemble, ils ont réussi à produire de bons dossiers partout sur le territoire national. Ils ont pu faire ça. Et ils s'étaient entêtés à faire des conférences de presse partout. Le chef de l'État, au détour de ce soulèvement presque à la limite de nos frères de l'opposition, a réussi tout le monde à la présidence. Et leur a dit, si j'étais à votre place, je me donnerais des chances pour être président à cette élection législative. Ça veut dire, c'est ça qui plombe. Oui, mais ils ont été au communal, mais FCB a eu des maires. Et c'est une force de l'opposition. La situation actuelle qui, somme toute, n'est pas une situation des plus paisibles, ça il faut le reconnaître. Si on doit vous demander à qui la faute, là où le Bénin en est aujourd'hui, on a l'impression que les gens se regardent en chien de faïence. À qui la faute si on devrait situer des responsabilités? La faute, c'est incombe à l'opposition. Pourquoi? Quand vous êtes en situation, parce que celui qui est au pouvoir, il faut savoir qu'il a la faveur de la majorité, pratiquement. Il a des choses, on connaît l'Afrique, à offrir pour avoir plus de postes, plus de pêche que l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition devra faire en ce moment? C'est s'unir. Ne pas faire les choses de façon épaisse. Nous avions eu, regardez, ne serait-ce que les républicains qui sont apparus pratiquement au dernier moment. Ils ont conduit un processus jusqu'à un niveau, et là où il faut désigner maintenant le candidat à l'élection présidentielle, quelqu'un vient de nulle part et qui est candidat de ce bloc, qui a tout détruit, et d'autres sont sortis, et nous avons ce désordre au sein de ce parti de l'opposition. Il y a un défaut d'unité et de cohésion au sein de cette opposition. Il ne peut qu'en prendre qu'à eux-mêmes pour ce qui s'arrive. Monsieur Tchabi Salomon, voilà le tableau ainsi peint. Qu'en dites-vous? Que faudra-t-il faire en urgence? J'ai écouté avec beaucoup de nuisance et même de pitié mon vis-à-vis. Apparemment, il parle exactement comme s'il n'était pas dans le pays. Ah bon? Lorsqu'il dit qu'ils ont la majorité, il oublie que, bien qu'ayant interdit à l'opposition toute activité politique lors des législatives dernières, et qu'ils aient eu seuls, les deux partis siamois du chef de l'État, seuls à occuper l'espace pendant toute sa période de campagne, avec interdiction à tout mouvement, tout parti d'opposition d'agir, au finish, même dans leur propre décompte, que nous connaissons comme étant biaisé, ils ont avoué qu'il n'y a eu que 27% des citoyens qui ont été mobilisés. D'où est-ce qu'il sort alors sa majorité? Si même dans leurs propres chiffres, que nous connaissons tous largement au-delà de ce qui est réel, ils avouent qu'ils n'ont réussi à mobiliser, bien qu'étant seuls sur le terrain, que 27% des compatriotes. Pourquoi ils parlent aujourd'hui de majorité, que c'est eux qui sont là, qui constituent une majorité dans le pays? Quel événement a pu se produire entre cette date-là et aujourd'hui, en dehors de ce que nous connaissons, les chars qui sortent? Vous savez qu'à l'heure où nous parlons, des chars sont encore sortis dans plusieurs localités de notre pays, et vous dites que... Vous êtes sérieux? La commune de Savé, la commune de Tchaoum, la commune de Baté, il ne peut pas contester. Actuellement, il y a des chars dans ces localités. Ouais, est-ce que ça ne rentre pas en ligne de compte des prévisions contre des attaques qui ont été annoncées, le terrorisme qui frappe un peu au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ça vous le savez, il y avait des annonces. Le Bénin est entré en démocratie, et, disons, notre renouveau démocratique a commencé depuis 1990. Vous pouvez faire le compte et vous allez constater que ça fait quand même des décennies que nous sommes en démocratie. Et nous avions eu beaucoup d'élections. Il y a eu beaucoup d'élections, il y a eu des alternances au pouvoir. Mais à quelle occasion, donc, on a eu aujourd'hui des problèmes qui ont justifié la sortie des chars à travers nos villes. Si ce n'est que avec le gouvernement de la rupture, qui se lance dans des réformes complètement impopulaires, qui organise des élections exclusives, contestées par le peuple. Les chiffres sont là, qui montrent très bien que le compte n'est pas bon pour eux, et qui torpille toutes les lois de la République. Écoutez, les Béninois ont choisi, ont voté pour leur constitution
à une large majorité en 1990. Pour quelle raison donc 83 personnes s'asseyeraient pour modifier cette constitution notamment et adopter une nouvelle constitution, alors que préalablement à ça, un arrêt de la Cour constitutionnelle du Bénin a déjà dit que le consensus est à valeur constitutionnelle dans notre pays. À quelle occasion les débats se sont faits, par exemple, pour que vous fassiez l'option d'un vice-président dans notre pays? Où est-ce que ces débats-là ont eu lieu? À quel niveau le peuple béninois a été associé à ce qui a conduit à ce que vous forciez l'option de mettre en place un dispositif avec vice-président élu par les citoyens béninois, mais qui peut être révoqué par un seul individu et se faire remplacer par celui qui l'aurait placé? À quelle occasion avions-nous parlé, avions-nous échangé pour que vous ayez mis des parrainages, par exemple, pour élire le président et son vice-président, et que, au détour, par exemple, d'un coup de tête, le chef de l'État soit en mesure de disqualifier, de révoquer ce vice-président élu avec des parrainages pour mettre quelqu'un qui n'aurait pas été parrainé et qui l'autorise plus tard à démissionner pour donner le pouvoir à celui qui n'a jamais été parrainé, devenant président sans avoir été élu ni parrainé, pour nommer à lui, à son tour également, un vice-président et instituer ainsi, dans notre pays, une oligarchie. Mais où est-ce que ces débats-là ont lieu? Monsieur Tchabi Salmon, le tableau que vous peignez, on peut dire ça fait un peu... Et tout ça, ça s'appelle de la démocratie? Dans le domaine, dites, avec ces éléments, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une autre formule? Votre vis-à-vis a proposé tout à l'heure qu'il y a certains des vôtres qui sont quand même de la course. Il suggérait que vous alliez à eux pour que la République vive à nouveau. Et ce qu'il a mal dit, c'est certains des leurs avec qui ils ont choisi de faire match amical, parce que je ne peux pas avoir des partenaires que je ne connaisse. Il n'y a pas d'opposants aux élections que vous êtes en train de préparer pour le 11 avril. Aucun opposant n'est sur la liste. Ce sont vos partenaires, non, ce sont leurs partenaires. D'ailleurs, un des leurs m'a expliqué que c'est eux qui allaient parrainer. Mais oui, vous imaginez, où est-ce qu'on parraine son opposant? Où est-ce que vous avez vu cela? Que moi, militant important, c'est élu d'une mouvance, approuvant donc la politique de l'État, la politique du système en place, que ce soit moi-même qui ai parrainé quelqu'un que je vais choisir pour venir appliquer une politique différente de celle pour laquelle je suis là. Mais ça n'existe pas. Okay. Donc, tous ceux qui sont parrainés et qui fonctionnent avec ce système, il est clair que c'est un partenaire. Vous ne pouvez pas parrainer un adversaire. Monsieur Tchabi, puisque c'est la pétition qui nous unit et sa finalité est noir sur blanc signifié, il faut arrêter le processus en votre fort intérieur. C'est la seule alternative, arrêter le processus. Je ne vois pas autre chose. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va recourir aux tribunaux. Donc la voie judiciaire n'existe plus. On ne peut plus recourir aux députés. On ne peut, la Cour constitutionnelle a d'ailleurs déjà dit qu'elle n'est pas compétente. On vous comprend. Bien. Au niveau législatif, nous sommes déjà pratiquement à quelques jours des élections. Je sais qu'ils sont spécialisés dans les modifications de lois de façon nocturne et même en plein processus. Ils l'ont fait d'ailleurs, je crois, récemment au cours des communales. Mais ce n'est pas conforme au texte, ce n'est pas conforme à la pratique. Donc la voie législative n'est plus exploitable. Ce qui reste aujourd'hui, et le chef de l'État en a la possibilité, le Bénin en a déjà l'habitude, c'est d'appeler tous les acteurs pour les assises. Ça peut avoir n'importe quel nom, conférence, assises, mais c'est pour qu'on se parle et qu'on dise comment nous sortons de cette difficulté dans laquelle ce régime est en train de plonger progressivement et dangereusement notre pays. Edmond, vous souscrivez à cette proposition? Non, il n'y aura pas d'assises. Le pays se porte très bien, on avance, le processus avance. Avec des en fait, il a soulevé, mon aîné a soulevé quelques questions qui risqueraient d'embrouiller, qui embrouillaient d'abord cette opinion internationale qui se positionne sur une pétition. Quand il dit que les élections législatives, ces élections, on a eu un taux de participation de 21% et qu'il estime que la majorité n'est pas sortie. Quand ils ont pris une position de brûler leur pays, de vendre la peur. Vous savez ce qui s'est passé à Parakou, à Tchaourou, et
dans beaucoup de bureaux de vote ici, lors de ces élections législatives. Quel Béninois sort quand il voit qu'il y a menace? Aucun Béninois ne sort quand il y a menace. C'est les plus courageux, les plus téméraires qui sont sortis pour aller voter. On ne vend pas la peur. Le contexte, ce n'est pas un contexte normal. Il est en train de faire croire que les 21 moins 100%, c'est les 79% des électeurs qui ne sont pas sortis là, étaient opposés à ce qui se passe. C'est la peur. Les gens n'ont pas voulu sortir. Ils n'ont pas voulu sortir. L'autre chose, quand on me parle de la force de cette opposition-là, mon aîné sait bien, mieux que quiconque, que les partis traditionnels, les plus de 200 partis traditionnels, pour la plupart, se sont mobilisés pour être dans le bloc républicain ou l'Union progressive. Ceux qui restent là, aucun des partis traditionnels qui animaient la vie politique là, ne sont en majorité à l'opposition. Le pays a changé de cap et les gens ne veulent pas comprendre. C'est tout. C'est une nostalgie. En fait, c'est de l'entêtement à la limite. On veut être jusqu'au bout. Et c'est vrai. Moi, j'ai lu une citation, même hier nuit, quand vous m'avez appelé, que le Bénin était le quartier latin de l'Afrique. Mais la suite, cet intellectualisme encreint de mesquinerie, de méchanceté et d'autres choses n'est pas de nature à impulser le développement. Nous sommes venus, nous sommes jeunes et nous voulons un pays réformé, un pays dans lequel tout marche. Aujourd'hui, le pays est en train de prendre le bon cap. Et nous allons nous revoir. Merci, oui, merci à M. Edmond Iné. On va écouter M. Sébastien Nadeau. Vous les avez suivis en studio avec un peu de recul. Pensez-vous que le combat que vous menez pour reprendre votre expression, la démocratie béninoise renaisse de ses cendres, le combat a toujours sa raison d'être? Le combat a plus que jamais sa raison d'être. Le fait est que le Bénin a construit une très belle image parce que le Bénin a su construire à sa manière son propre chemin concernant les principes démocratiques qu'on peut voir d'une certaine manière comme universels. Donc cette voie-là, c'est une très belle voie. Mais par contre, le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que là, il y a un arrêt très brutal par rapport à la manière dont on perçoit la situation au Bénin. Et véritablement, moi, quand j'entends les propos de quelqu'un qui représente la majorité, le président en place et ce système, et qui explique comment l'opposition doit s'organiser et qui a lieu de pouvoir faire de la politique et qui n'a pas lieu de pouvoir faire de la politique dans le pays, je me dis qu'il y a un problème démocratique qui est assez fort, effectivement, et donc cette inquiétude, elle est là. Alors après, sur une projection, je pense que il faut bien avoir en tête que quoi qu'il advienne, en aucun cas, la violence, de quelque manière qu'elle ressorte, n'est le début d'une solution à quoi que ce soit. Donc il faut trouver autre chose. Et donc l'autre chose, c'est, si tant est que ce soit bien une analyse partagée qu'il y a un problème en ce moment, le dialogue qui doit renaître. Et le temps du dialogue nécessite effectivement de repenser la temporalité électorale qui vient. Il y a quand même des candidats qui ont été évincés de manière évidente, à la vue de tous. Comment les gens dans le nord du Bénin peuvent considérer cet emprisonnement de Rekia Madougou? Enfin, ça va loin parce que ça génère quand même dans le pays où on sait qu'il y a certaines fractures, ça génère quelque chose d'encore plus fort. Donc, d'où une inquiétude qui est évidente quand on connaît un petit peu la situation du pays. Donc moi, dire le Bénin, ici, tout va bien, franchement, je trouve que c'est pas un discours qui est très responsable aujourd'hui dans la situation où on est et dans la situation vers laquelle on va si on projette un petit peu les récents événements qu'il y a pu y avoir dans d'autres pays suite aux élections. Sébastien Nadeau, si vous devez faire une adresse particulière au chef de l'État, que diriez-vous? Écoutez, simplement qu'il est à la tête d'un pays magnifique
et qui a une culture démocratique qui est forte, donc qu'il a simplement à permettre que le jeu démocratique soit non faussé, qu'il soit juste. Et actuellement, le jeu est faussé. Donc il faut qu'il trouve les voies. Je ne dis pas que c'est quelque chose de simple à organiser, mais véritablement, il y a à se poser les bonnes questions sur ce qu'il veut de l'avenir de son pays, parce que là, il va rentrer dans une nouvelle ère avec une autre image que celle qu'il avait eue, même s'il y avait eu certaines contestations en 2016. Véritablement, là, il va se passer autre chose. Il va rentrer dans un nouvel environnement, et je dirais, il va donner au Bénin une nouvelle image de marque. Donc, il faut faire très attention. Je pense que c'est important pour le pays. Et donc, il y a cet appel au dialogue. Je crois, même si on est en désaccord parfois très fort, je crois qu'il y a quand même des gens de l'opposition qui ont cette aptitude au dialogue de manière très forte et une sagesse qui leur permet d'avancer. Enfin, vous en avez l'exemple même sur le plateau, et il y a bien d'autres Béninois qui sont capables de rentrer sur une logique de dialogue pour avoir un jeu démocratique où on respecte les règles. Simplement respecter les règles. Merci à vous, Sébastien Nadeau. Ce fut vraiment un plaisir. On espère vous retrouver très très bientôt. Oui, Monsieur Edmond Ayindé, quand on suit Sébastien Nadeau, pour lui, il faut forcément trouver une formule pour que les Béninois discutent. Oui, c'est l'exercice qu'on sait faire le plus. Et demander qu'on aille toujours à la table de discussion, qu'on soit là, tourner en rond tout le temps. La discussion a eu lieu toutes les fois où on a senti un blocage. Le chef de l'État a toujours appelé les forces politiques du pays pour qu'on essaye de recadrer un tout petit peu. Mais on sent qu'en fait, on veut tout remettre à plat. On cherche à peindre en noir tout ce qui se fait. Or, ce n'est pas mauvais ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes au point de vue développement, on avance. Point de vue démocratie, nous avons les meilleurs textes. Il faut les lire sans passion. Les textes sur les lois, sur le tout. Bon, ma conclusion, c'est que je vais dire à l'honorable français d'essayer de ne pas trop se positionner des jugements de valeur comme ça sur un pays. C'est assez poussé. C'est assez poussé, et qu'ils comprennent que nous sommes dans le pays ici et nous avançons. Nous avons pris des options et le pays se porte très bien. Merci, oui, monsieur. Vous avez compris, Xavier Salmon. Ça va être une intervention qui va aussi clôturer l'émission. Merci bien. Voilà, vous le constatez avec moi. Tout le monde le sait, dans le pays, le Bénin va très mal. Nous sommes en train de clôturer 5 années au cours desquelles nous n'avons eu aucune nouvelle école construite, aucun collège de nouveau bâti. On a eu beaucoup de fermetures de lycées. Je peux citer Tchaourou, lycée technique Tchaourou, lycée technique Savet, Djougou ont été fermés. Il y a eu beaucoup de centres universitaires fermés. Rien n'a été construit. Le pays, mais il y a des voies construites. Le pays aujourd'hui est en train de vivre, de mener un train de vie extrêmement difficile. Les citoyens se plaignent partout, évidemment en dehors du groupuscule autour du chef de l'État, qui bénéficie de tous les avantages et des mannes de tout ce qui peut être généré. Et par conséquent, on comprend très bien que les éléments de ce groupuscule continuent de croire que tout va très bien, mais rien ne va. Mais je dois une fois encore faire un clin d'œil à nos amis de l'extérieur, parce qu'au fond, notre monde, le monde aujourd'hui que nous vivons, est dangereux, pas à cause des méchants. Il est normal pour eux qu'ils soient mauvais, qu'ils soient méchants et qu'ils fassent du mal, mais beaucoup plus à cause de ceux qui laissent faire et qui font de la complaisance. Merci, chers invités. Ce fut un plaisir de vous avoir reçus, chers téléspectateurs. Oui, vous l'avez compris, ce sera tout pour aujourd'hui. Il y a l'honorable Tchabi qui rappelait là, Albert Einstein, le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Sébastien Nadeau dit: il doit apporter leur contribution. Ce fut un plaisir, l'honorable Sébastien Nadeau, de vous avoir reçu. À très bientôt pour notre plateau de 100% Bénin, pourquoi pas. Au revoir.
Restez informés à chaque instant sur SICA.